Bonjour à tous, nous allons reprendre nos travaux. Merci de votre présence très nombreuse. 2-3 rappels, il y a une librairie dans laquelle vous pouvez acheter le livre de l'ensemble des intervenants qui sont là, et puis vous pouvez même leur demander une signature, ils le feront. Outre ce débat avec Alain Juppé, Nicole Lisoto et Hubert Védrine, que je ne présente pas parce que vous les connaissez et que vous avez leur présentation dans le livret, je signale la présence de Tommy Dessine qui va illustrer par ses dessins nos débats. Et Tommy est celui qui a magnifiquement illustré la bande dessinée Géostratégiques en apportant beaucoup de choses nouvelles par rapport au texte que je vais fournir, et je le remercie de sa présence. Donc nous avons 1h30 devant nous pour débattre de ce thème, la France face aux mutations géopolitiques. La guerre en Ukraine est venue frapper l'ADN géopolitique de la France. Depuis le début de la Ve République, la stratégie française, c'était des relations développées avec Moscou, que Moscou soit la capitale de l'URSS ou de la Russie, pour élargir les marges de manœuvre, pas tellement par reconnaissance du régime. Le général de Gaulle n'a jamais été communiste de mon temps, je crois, ni Mitterrand, mais pour dire qu'avoir de forts contacts avec Moscou permettait de donner des marges de manœuvre qui n'auraient pas existé sinon, notamment par rapport aux États-Unis. Et puis, depuis 1958, l'ADN géopolitique de la France, c'est développer l'autonomie stratégique européenne. En novembre 2019, Emmanuel Macron disait que l'OTAN déclarait à The Economist, ce qui a fait beaucoup de bruit, que l'OTAN était en état de mort cérébrale. Ça a fait beaucoup de bruit, mais beaucoup de gens pensaient que c'était vrai à l'époque, puisqu'entre les provocations d'Erdogan et celles de Donald Trump, peu de gens faisaient confiance dans l'OTAN. Et on peut dire que le 15 août 2021, la débâcle de Kaboul n'est pas venue renforcer la crédibilité stratégique américaine. Aujourd'hui, et je le dis avec d'autant plus de regret que j'en suis un partisan, et je crois savoir, comme les invités de cet après-midi, c'est l'autonomie stratégique européenne qui est en état de mort cérébrale. Parce que l'autonomie stratégique européenne paraît comme une provocation anti-OTAN. Elle est perçue par nos partenaires européens, on ne fera pas l'Europe sans les Européens, et donc je fais un constat clinique, notarial, c'est comme cela, je le regrette, je le déplore, mais je le constate, c'est que les autres pays européens ne sont pas partants pour l'autonomie stratégique européenne, parce qu'ils pensent que ça serait contraire à une solidarité atlantique, et on oppose non pas autonomie à dépendance, on oppose autonomie à solidarité, ce qui n'est pas la même chose. Mais c'est comme cela. Et donc ça pose un défi extrêmement important à notre politique française. Faut-il rentrer dans le rang? Faut-il faire le dos rond en attendant les jours meilleurs? Comment réagir si l'on veut pouvoir un petit peu continuer à être un pays singulier, spécifique, et qui est attendu justement pour être un pays singulier, spécifique? Si on ajoute aux problèmes que l'on a en Europe, où pour le moment on semble voir la France et l'Allemagne, on a beaucoup parlé du couple franco-allemand avec pertinence dans la seconde table ronde de la matinée, la France et l'Allemagne sont presque à devoir s'excuser d'avoir eu des relations avec la Russie. On ne va pas les tondre, mais enfin, quelque part, il y a quand même une... Et c'est plutôt la Pologne et les Pays-Baltes qui semblent mener la politique en Europe, et en accusant la France et l'Allemagne d'avoir été trop naïfs. On peut aussi penser que les avertissements sur les risques de l'élargissement de l'OTAN n'ont pas été entendus. Et que ces risques, ces avertissements ont été nombreux. Là, il y a deux façons. Donc, en fait, on voit bien que la voix de la France, la politique de la France dans le monde, on ajoute le Sahel, on ajoute d'autres difficultés ailleurs, commence un peu à être en difficulté. Donc, comment faire? Et si on doit de nouveau développer une politique indépendante, active, ce qui a été quand même le cœur de métier de la France diplomatique depuis la rénovation de la Ve République et depuis le fait qu'on est sorti de ce qui nous engouffrait auparavant. Voilà. Vaste question, aurait dit le général. Nicole, je ne dirais pas que tu as 5 minutes pour répondre, mais au moins cette première question, une première réaction. La première réaction, elle est effectivement pour abonder
dans ton sens. La guerre en Ukraine crée ou précipite, accélère un moment atlantique, en tout cas pour ce qui concerne l'histoire européenne. Et pour la France, c'est un cap difficile. Je dois dire que l'ensemble, d'ailleurs, de la situation internationale est tellement chaotique, on a l'impression que ça va de plus en plus vite et que ça va de plus en plus vite vers le pire, que c'est un peu la même chose en France. Et donc oui, je ne peux qu'abonder dans l'idée que la France vit aujourd'hui un moment difficile de son positionnement en Europe, de son positionnement dans le monde, de son discours stratégique, de ses moyens. Je vais y revenir dans une seconde. Mais alors, ce que je voudrais commencer par dire, c'est que ça n'est pas la première fois où on doit complètement redimensionner notre politique. Je crois, il me semble que par 3 fois dans ce siècle, la France a subi des très grands chocs. Le premier, c'est l'effondrement de 1939. Et là, on a réagi très très bien. Le général de Gaulle réagit très bien par le nucléaire comme le nouveau égalisateur des puissances et l'Europe comme le multiplicateur de la puissance française. Et sur la base de ces 2 choix, la France est redevenue une très grande puissance jusqu'à la fin des années 80. Je vais très vite, mais il me semble qu'en caricaturant, on peut dire ça. Le deuxième choc, c'est l'effondrement de l'Union soviétique, la réunification allemande en 89, où là, de nouveau, la France a du mal à se repositionner. Et là, le président Mitterrand réagit aussi très très bien, alors non pas par de la technologie, mais par de la pure politique. Il réagit par un investissement total, massif dans la construction européenne, dans le couple franco-allemand et dans la souveraineté stratégique que tu as mentionnée. Mais il y a tout d'un coup une vraie révolution européenne faite par la France et, pour ce qui concerne le reste du monde, par une militarisation de notre politique étrangère. Nos interventions à l'extérieur devenaient le symbole de la puissance française. Et ça a bien marché jusqu'à aujourd'hui. Et puis aujourd'hui, troisième choc, effectivement, la guerre en Ukraine nous marginalise, nous les Allemands, dans la construction européenne et rend très difficile quand même de soutenir un projet de souveraineté politique, de souveraineté stratégique européenne. Et ce moment, il est d'autant plus dur que je crois qu'il ne faut pas se voiler la face. Alors on peut toujours dire, mais la France est toujours une grande puissance nucléaire, membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, la plus grande espace maritime de la planète, grande puissance spatiale. On peut se rassurer comme ça, mais moi je pense qu'il vaut quand même mieux avoir un état des lieux un peu réaliste. Ça n'est pas simplement en Europe que nos positions vacillent, mais c'est aussi en Afrique, on le voit très bien. La France a quitté le Mali, elle a basé toute sa politique sur des prépositionnements de base permanentes en Afrique, et on se demande si ce modèle est encore adapté à l'évolution africaine. Et quant à l'Europe, on a dit ce matin que le centre de gravité se tournait vers la Pologne. C'est sans doute vrai, la Pologne, les États baltes, mais enfin moi je fais partie de ceux qui considèrent que la Pologne est absolument illégitime à revendiquer le leadership politique en Europe, parce qu'on ne peut pas se battre pour la démocratie à l'extérieur et fouler aux pieds la démocratie à l'intérieur, comme le fait tous les jours le Polonais. Donc moi, je ne veux pas entendre parler de leadership polonais, même s'ils ont un moment à jouer sur l'Ukraine. Mais donc, on a le théâtre africain qui nous échappe, le théâtre européen qui nous échappe, mais c'est surtout nos instruments de puissance qui sont en crise. La dissuasion nucléaire, très bien, mais enfin, on s'aperçoit qu'elle n'a pas empêché la guerre en Ukraine. Un État nucléaire est entré en guerre contre un État non nucléaire, ce qui est contraire à toute entre guillemets, la bienséance internationale, ce qui est contraire au TNP d'ailleurs. Notre armée, le chef d'état-major lui-même, le général Burgat, reconnaît que notre armée ne peut pas tenir plus de 80 jours, je crois. Donc on a une armée qui n'est même pas capable de se défendre. Notre énergie nucléaire qui devait nous assurer la souveraineté énergétique, on s'aperçoit qu'EDF nous a trompés, que nous ne sommes pas du tout autonomes, nous sommes obligés d'acheter de l'électricité à l'extérieur. Donc nous avons une espèce de ligne Maginot nucléaire, non pas militaire mais civile. Et je ne parle pas de notre système d'éducation, de notre système de santé. En fait, on est quand même dans un état des lieux assez catastrophique. Alors, j'imagine qu'on va après parler de
ce qu'on fait pour en sortir. Et moi, je ne suis pas un homme politique, donc je laisse cela aussi à mes camarades de séance aujourd'hui. Mais quand même, je crois qu'il faut reconnaître que pour la France, la période que nous vivons, le moment que nous vivons est un vrai moment de redéfinition nécessaire de notre posture à la fois internationale, européenne et même nationale, du contrat national dans lequel nous vivons. Merci Nicole. Alain, est-ce que vous partagez le constat un petit peu sévère que j'ai fait et sur lequel Nicole semble pas en désaccord, et est-ce qu'il y a effectivement un moment clé à partir duquel il faudrait réagir ? D'abord, une précision pour Nicole. Moi non plus, je ne suis pas un homme politique. Vous n'êtes pas une femme politique. Tout ça pour préciser que mon statut actuel m'interdit de faire des commentaires sur l'actualité politique immédiate. Alors après cette précaution oratoire, je vais évidemment faire tout à fait le contraire. Le sujet que vous nous proposez, c'est la force face aux mutations géopolitiques. Je voudrais d'abord très très brièvement faire un petit retour en arrière pour montrer à quel point ces mutations sont un grand bouleversement. En 30 ans, tout a changé. Il y a 30 ans, 89, 90, j'étais à Berlin au moment où le mur de Berlin s'effondrait. L'Union soviétique s'effondrait, c'était la fin de l'histoire. La démocratie libérale avait définitivement gagné, comme l'économie de marché. La mondialisation était heureuse. Bref, je ne développe pas. Aujourd'hui, M. Poutine, il y a quelque temps, a décrété la mort du libéralisme. Le multilatéralisme est au point mort, la guerre est en Europe, je n'allonge pas la liste non plus, donc nous avons vécu au cours de ces 30 années, non pas une mutation, mais une révolution, un bouleversement complet de toutes les données géopolitiques autour de nous. Deuxième petite remarque rapide, vous dressez un tableau assez pessimiste de la situation de la France et des difficultés qu'elle rencontre, c'est pas nouveau. Nous en avons rencontré beaucoup, notamment dans la conduite de notre diplomatie au fil des décennies. Nous prenons conscience que nous ne sommes plus le centre du monde ni une très grande puissance. Giscard avait fait scandale dans les années 70 en disant que la France était une puissance moyenne. Vous voyez, c'est pas nouveau. On a conscience de nos limites. Et malgré ça, nous avons, je pense, un rôle à jouer. Troisième remarque, vis-à-vis de la Russie. Vous me le dites, est-ce qu'il faut revoir complètement ce qui a été la tradition, c'est vrai, de la diplomatie gaulliste et de la diplomatie française depuis des années, c'est-à-dire essayer d'entretenir un dialogue particulier avec la Russie. Tout est question de court terme, moyen terme. À court terme, non. À moyen terme, il est bien évident, on peut faire un peu des vœux pieux, mais qu'à un moment ou à un autre, il faudra se trouver confronté à cette réalité que la Russie est un grand pays à nos portes. Et qu'on ne peut pas l'ignorer, que d'une manière ou d'une autre, il faudra bien renouer un dialogue avec elle. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. Et j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, moi je suis partisan d'un rapport de force, actuellement, parce que Poutine ne comprend que cela. Il y a cet épisode historique, et puis, un jour ou l'autre, je l'espère, nous arriverons à un contexte tout à fait différent. Vous avez parlé de la Pologne. J'imagine mal que la Pologne devienne le centre de gravité de l'Union européenne. Là aussi, relativisons. Aujourd'hui, elle est en première ligne à la frontière de l'Ukraine, et donc elle a un rôle tout particulier, mais raisonnons sur le moyen-long terme. L'Europe ne se fera pas autour de la Pologne. Elle sera avec elle, je l'espère, mais pas autour. Vous avez dit aussi que nous vivions un moment atlantique. OK. C'est une belle réussite, M. Poutine. L'OTAN n'est plus à l'état de mort cérébrale. Elle a retrouvé une raison d'être, elle a retrouvé son attractivité, la Finlande, la Suède, etc. Donc, d'une certaine manière, il a remis l'OTAN en selle. Eh bien, moi, je voudrais paradoxalement, et je ne sais pas si mes partenaires sur cette tribune partageront ce point de vue, défendre aussi l'idée que nous vivons un moment européen. Un moment atlantique peut-être, mais un moment européen aussi. D'abord, parce que les données objectives autour de nous font que l'Europe résiste. L'Europe a résisté à la crise de 2008-2010. L'Europe nous a permis quand même de surmonter la pandémie dans des conditions qui auraient pu être bien pires si elle ne s'était pas engagée, notamment dans la recherche des vaccins. Et l'Europe aujourd'hui, malgré quelques tiraillements, bon, M. Orban et quelques autres, est solidaire face à la crise ukrainienne. Donc l'Europe existe, elle est là.
Et les opinions publiques s'en rendent compte. Quoi qu'on dise, le projet européen est populaire auprès des Français. Je ne vais pas vous accabler avec des sondages. J'en ai un quand même qui me dit que 78% des Français sont favorables au projet européen contre 22% il y a quelques décennies ou quelques années. Et que l'appartenance de la France à l'Union européenne est une bonne chose pour 57% des Français. Ils ajoutent tout de suite, pas à l'Europe telle qu'elle est, on pourra en reparler, mais à l'Europe, oui. Donc il y a un moment européen aujourd'hui, et il y a une conscience, je pense, latente, diffuse, pas toujours explicite, que nous sommes à la croisée des chemins une fois encore. D'un côté, c'est le chemin de la servitude volontaire. Si nous n'arrivons pas à remettre l'Europe en selle comme acteur sur la scène mondiale, nous serons les vassaux des grands empires qui nous entourent. La Russie, qui n'est peut-être pas un grand empire, économiquement parlant, mais qui est un empire, la Chine, l'Inde, etc. Je ne vais pas prolonger la liste, il y en a encore quelques autres. Ou bien, nous sommes capables de progresser dans la construction de ce que Nicole Iasotto appelle l'Europe politique, d'autres appellent l'Europe puissance, c'était mon cas, ou encore l'Europe souveraine. Mais je crois que ce choix, il est devant nous aujourd'hui et que nous devons absolument l'assumer et le relever. Dire comment, ça sera peut-être l'objet de questions ultérieures. Merci Hubert sur ce sujet par rapport à un constat pessimiste, mais sur peut-être les raison de le relativiser sur le moyen-long terme. D'abord, avant de... Vous m'entendez ? Avant de répondre à mon tour à la question, je voudrais dire que, à mon avis, le danger numéro 1, au-delà des affaires géopolitiques, c'est le compte à rebours écologique, qui me paraît encore plus grave que tout. Parce qu'il ne s'agit pas de l'avenir de la planète. Si sur la planète, il n'y a plus que des insectes, ce n'est pas motivant pour nous. Donc il y a la question de l'avenir de la vie sur la planète. C'est pour dire que même quand je suis invité dans des échanges géopolitiques, je redis tout le temps ça. D'autre part, je pense qu'il y a une vraie crise dans les démocraties, même si Poutine n'avait pas déclenché de façon aberrante cette guerre et que les démocraties sont très affaiblies, plus ou moins, par le fait qu'il y a un pourcentage croissant de gens qui ne veulent plus être représentés, qui ne votent plus, qui ne se reconnaissent pas dans les mécanismes démocratiques et qui considèrent que les partis de gouvernement ont tous échoué. Je pensais que les partis de gouvernement au sens classique n'ont plus du tout d'électorat populaire. Donc tout ça existe même sans Poutine en fait. Ça, je voulais dire ça. Après, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit sur le fait que la France a perdu progressivement plusieurs des points d'appui qui avaient permis depuis l'origine de la 5e et quand même assez longtemps, sous la 5e après, de développer une politique étrangère que vous connaissez. D'abord, les Occidentaux n'ont plus le monopole de la puissance. Je dis ça depuis longtemps, ça paraît banal, mais je rappelle que le géopoliticien singapourien Kishore Mahbubani me dit depuis 20 ans, cher ami, vous n'allez pas assez loin. C'est la fin de la parenthèse occidentale. Ce qu'il appelle la parenthèse, ça a duré 500 ans. Hein. Bon. Donc ça concerne tous les Occidentaux, y compris les États-Unis, mais l'Europe et dont nous. Et ça, on a beaucoup de mal à l'intégrer. Donc c'est une perte quand même de levier. Les principaux moments dans lesquels la France a perdu sa position avantageuse ont été mentionnés. À la fin, c'est pas la chute du mur qui est importante, parce que c'est un moment émouvant, mais dont l'importance est exagérée. Mais disons, après la fin de l'URSS, là, la France a perdu ce qui était sa position depuis De Gaulle. On est un pays occidental, on respecte l'alliance, on est là dans les coups durs, genre Cuba, mais on a notre liberté de mouvement à l'est et au sud. Et la France a fait quand même un assez bon usage de cette liberté en politique étrangère. À partir du début des années 90, tous les présidents depuis, tous les ministres depuis, dont Alain Juppé et moi d'ailleurs, on était confrontés à la reconstitution des bases de l'influence française. Évidemment, il y avait la réponse européenne, mais la réponse européenne que je partage naturellement, ce n'est pas du tout la même chose. Si on se dit qu'il faut que la France soit la plus forte possible dans une Europe forte, ou si on pense que l'histoire est terminée pour nous, qu'on va s'en remettre à l'Europe. S'en remettre à l'Europe, avec une majorité incertaine, etc. C'est pas du tout la même chose. Ça a beaucoup divisé les pro-européens entre eux. Mais enfin, il y avait cette réponse. Et donc, c'était de plus en plus dur de mener la politique étrangère à la française, plus la réapparition, mais ça c'est même avant Poutine, d'une sorte de monde chaotique des non-alignés, les émergents, qui ne veulent pas condamner Poutine,
et qui n'aiment pas Poutine, mais qui ne veulent pas le condamner, mais qui ne veulent pas retomber dans une sorte de camp occidental. Donc ça réapparaît alors qu'une grande partie des Français, après la fin de l'Union soviétique, ont partagé les illusions ou les espérances des Américains que l'histoire est finie, on a gagné, la démocratie, le marché, et nos valeurs vont se répandre partout. Donc ça fait quand même plein de chocs, plus l'affaiblissement, mais c'est un autre sujet de l'appareil d'État français, des moyens, de la diplomatie, etc. Bon, alors dans la situation actuelle, moi ce que je constate, je suis plutôt d'accord avec Nicole sur l'effet immédiat en tout cas, l'effet immédiat de Poutine, qui s'est complètement trompé sur tous les plans, on le sait, mais il a réveillé l'OTAN. Donc il a réveillé l'esprit de défense en Europe qui avait disparu depuis longtemps, les fameux bisounours depuis longtemps. Il l'a réveillé en Allemagne, changeant spectaculaire. Il l'a réveillé au Danemark, il l'a réveillé en Suède, en Finlande, en Norvège, etc. Mais pour le moment, tout ce qu'on entend, c'est dans l'Alliance. Il l'a réveillé dans l'Alliance. Donc il a redonné à l'OTAN une position centrale. Et d'ailleurs, même le chancelier allemand, pour le moment, j'insulte pas l'avenir, hein, quand il annonce les 100 milliards, il ne donne aucune indication sur une partie des 100 milliards pour la défense qui pourrait servir à des projets européens, ou même franco-allemands. On peut espérer qu'on peut agir dans ce sens, mais ce n'est pas automatique. Donc il y a la confirmation de ce que j'avais vu, moi, quand j'avais représenté la France dans le comité de réflexion sur l'avenir de l'OTAN, pendant 6 mois, c'était il y a 2 ans. Aucun pays européen, quel qu'il soit, ne soutenait l'idée d'autonomie stratégique. Aucun. Même l'Italie, même des pays, aucun. Parce que dans plusieurs langues, l'autonomie, ça veut dire séparation. Donc le discours français, nous sommes dans l'alliance naturellement, mais l'autonomie, incompréhensible. Et le fait de mettre en avant ce mot, et la façon à la française classique, mais on peut la faire évoluer, de parler de défense européenne, c'est donc rejeté depuis des décennies, même quand Macron l'a repris avec beaucoup plus de conviction personnelle. C'est rejeté par les gouvernements qui disaient, c'était avant Poutine, hein, ça va peut-être changer, qui disaient, mais les gens, ils ne veulent pas de défense, ils veulent du social, bon, ils veulent travailler moins, gagner plus, les choses sociales. Et donc, il n'y a pas de réponse par rapport à ça. Et le bloc américano-otanien, qui bloquait ça toujours, et puis les Polonais, dont j'espère aussi qu'ils ne vont pas devenir le leader avec les Baltes, etc., de l'Europe de demain, mais les Polonais qui disaient il ne faut rien dire sur une Europe de la défense parce que c'est un prétexte pour les Américains pour repartir. Donc le résultat, c'était que autant le mot autonomie déclenche une sorte de verrou, mais le mot souveraineté européenne, souveraineté, à condition qu'on montre bien que ce n'est pas une façon de détruire ce qui reste des souverainetés nationales dont les élites se fichent complètement, auxquelles les peuples sont attachés. Si on dit souveraineté, comme ce n'est pas identifiable, clairement, il n'y a pas de blocage automatique. Donc c'est un champ qui est plus ouvert. Surtout quand on parle, c'est encore mieux de souveraineté, quand on dit il faut réduire la dépendance de l'Europe, qui est devenue trop dépendante de l'ensemble des autres. Alors c'est d'assez bon terrain pour les idées européennes pour rebondir. Mais dans l'immédiat, je pense qu'il y a un moment qui est très difficile. Alors peut-être faut-il continuer à plaider pour notre conception d'une défense européenne un jour. À mon avis, ça provoque les résultats inverses dont j'ai parlé, mais il y a peut-être un coup politique à ne pas le dire. Il faut comparer le coup politique à le dire vainement et le coup politique à ne pas le dire, ce qui donnerait l'impression d'un abandon. Donc je suis, moi, plutôt pour prendre la situation de l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui, d'attendre un moment plus opportun, d'avancer en matière d'industrie, de technologie, de coopération multilatérale. Je trouve excellente la réunion récente de la communauté politique, qui est la résurgence d'une vieille idée de François Mitterrand il y a très longtemps, mais corrigée parce qu'il avait mis l'URSS pour aider Gorbatchev. Et bon, on ne peut pas faire ça avec la Russie. C'est très bien, ça redonne à mon avis un cadre plus large, ça redonne des leviers. Voilà. Donc j'ai une vision assez... disons, je ne pense pas que dans la situation actuelle, on ait des leviers faciles. Donc je suis tout à fait d'accord, je reprends la formule d'Alain Juppé, moment européen, oui, peut-être, à condition qu'il y ait un travail très très intelligent, très réaliste, très politique, très historique, pour canaliser ce moment vers quelque chose de constructif, et qui est une Europe qui retrouve les peuples en route, qu'elle a perdu depuis très longtemps, hein, les peuples, en gros. Donc il faut les remettre dans le jeu et leur dire voilà comment
Si l'Europe est plus forte, on va mieux défendre notre mode de vie, notre civilisation. C'est quand même les sociétés les meilleures qu'on ait jamais vues, les moins pires qu'on ait jamais inventées. Alors, on a une différence de mots. Je me méfie un peu du mot valeur, parce que ça veut dire guerre de religion, c'est-à-dire c'est sans solution, après. Alors, je suis d'accord qu'il faut défendre absolument les valeurs européennes, si on entend par là notre civilisation européenne. Je suis réticent, plus que ça, je suis contre le prosélytisme à l'ancienne qui ne marche plus. Mais si on arrive à... Il faut avancer, c'est pas assez convaincant ce que je dis, mais si on arrive à retrouver les peuples sur le fait que tous ensemble, on sera plus fort face aux Chinois, aux Russes, aux islamistes, mais même aux États-Unis, là on peut retrouver transformer ce que vous appelez un moment européen en un consensus européen, mais qui se pose il faut qu'il y ait un compromis quand même entre les élites et les peuples en Europe, même sans parler de Poutine. Hein. Donc voilà où j'en suis ouvert à ça, mais c'est pas évident, c'est pas automatique. Merci. Alors il y a Tommy qui fait son édito dessiné également. Pour rebondir sur ce que vous avez dit tous les trois, et peut-être avec une réponse plus rapide que le cadre général qui a été posé, tous les pays européens ont décidé d'augmenter leurs dépenses d'armement, de se réarmer, alors qu'on aurait pu penser que la menace militaire russe n'est pas si importante que cela, parce que quand on n'est pas capable de conserver Kharkiv, on ne va pas arriver à Strasbourg, mais bon, c'est un autre problème. Est-ce que cette augmentation des dépenses militaires, ce réarmement européen, va déboucher sur finalement une mise en confiance et une plus grande autonomie, ou est-ce qu'on va avoir à la fois une plus grande force européenne et moins d'autonomie européenne, puisque pour l'instant, ce réarmement se fait via l'achat d'armes aux États-Unis et via un plus grand leadership américain en Europe? Nicole, peut-être rapidement pour qu'on ait le temps de poser d'autres questions. Oui, pour l'instant, l'Europe se réarme et se réveille. Il y a un moment européen, effectivement, mais dans l'OTAN. Ça, c'est l'équation de base aujourd'hui. Les Allemands achètent des Tornados parce que les Tornados sont les avions qui peuvent mettre en œuvre, si besoin, la dissuasion élargie nucléaire américaine. Donc, ils ne peuvent pas acheter des Rafales. Ils sont obligés d'acheter des Tornados. Et donc, on a un réarmement technique. Je ne sais pas si on a un réarmement psychologique, mais on a un réarmement technique qui, pour l'instant, favorise complètement la cohésion et le leadership atlantique. Alors avec quand même deux nuances. La première, c'est qu'on a des élections américaines dans 2 ans, et donc on ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain en disant que maintenant que la menace russe est revenue et que l'OTAN est là, eh bien, il faut abandonner la défense européenne, parce que justement la menace russe va peut-être s'atténuer, et puis malheureusement Trump peut revenir, ou un nouveau Trump peut revenir au pouvoir aux États-Unis, et donc il ne faut pas que l'Europe se débarrasse de tout ce qu'elle a construit en matière d'embryon d'autonomie stratégique. Ça, ça c'est la première nuance. La deuxième nuance, et là c'est un débat moi qui me perturbe beaucoup en ce moment, c'est quelle est notre meilleure stratégie vis-à-vis de l'agression russe en Ukraine? Moi, j'ai l'impression que les Européens, portés peut-être par les pays d'Europe centrale et orientale, portés par aussi la stratégie américaine, mais également en France, considèrent qu'il faut qu'on aille de plus en plus vers une solidité de notre défense territoriale, vers une dissuasion conventionnelle, qu'on soit prêt, si besoin est, si les choses tournent mal, à participer à une guerre avec la Russie. Alors ça n'est jamais dit comme ça, mais on voit bien quand même que la tendance de tous les ministères de la Défense, c'est d'augmenter le budget des dépenses pour la défense territoriale, et en France pour la défense conventionnelle, alors que moi j'ai été élevé dans l'idée qu'on avait une dissuasion nucléaire qui nous permettait de ne jamais considérer le moment de la bataille conventionnelle comme un moment nécessaire. Je trouve qu'on a une évolution dans la pensée stratégique occidentale, européenne et française qui, moi, m'inquiète, parce que autant je crois effectivement que les opinions publiques ne sont pas du tout prêtes à envisager un scénario de menace nucléaire contre les Russes, autant je crois qu'ils sont encore moins disposés à l'éventualité d'une posture militaire contre la Russie. Je sais que notre ministre de la Défense en appelle à une augmentation considérable des réservistes en France, etc., etc. Tout ça me paraît être fait sans un vrai débat
politique nationale qui lui, me paraît absolument urgent. Alors, un mot simplement pour finir sur comment peut-on réagir à ce tableau très sombre que j'ai dressé. Moi, je crois que sur l'international, la France doit choisir si elle se porte effectivement du côté occidental, et avec cette idée que le monde maintenant c'est les bons et les méchants, les démocrates, les autoritaires, et donc nous on rejoint le camp occidental, y compris sous leadership américain, ou si elle maintient une troisième voie possible, un multilatéralisme, etc. Ça, c'est la question de base. Mais il me semble qu'on peut ne pas avoir la même question sur l'Europe et sur le reste du monde. Je pense que sur l'Europe, on n'a pas le choix. Il faut rejoindre le camp occidental, et y compris si ça doit être pour l'instant sous un leadership américain. Mais qu'en revanche, s'il s'agit de structurer le monde, de penser à une structuration du monde qui corresponde le plus aux intérêts français et européens, alors il ne faut pas conforter l'idée d'un monde binaire entre nous, les démocrates, y compris les Polonais, les Saoudiens et autres Pakistanais tellement démocrates, et eux, les méchants. Donc je pense qu'il faut qu'on ait une stratégie un peu, je ne dis pas hypocrite, mais hybride sur cette réponse que les Américains attendent, parce que pour eux, c'est très simple, on divise le monde en deux, et voilà. Donc, et quant à l'Europe, je pense que là aussi, il faut avoir une double approche. Il faut que sur le plan de l'Union européenne, la France reste, si possible avec l'Allemagne. Malheureusement, les 4 grands européens, les Britanniques parce qu'ils sont partis, les Italiens parce qu'ils sont bizarrement, politiquement ailleurs, les Allemands parce que leur modèle s'est effondré, et nous parce que notre vision politique s'est effondrée, les 4 grands sont en difficulté. Mais je trouve qu'on doit maintenir une dynamique, une stratégie, un volontarisme européen à 27, et peut-être à moins de 27, parce que moi je suis pour l'expulsion de la Pologne et de la Hongrie tant qu'elles ne deviendront pas des États de droit, et en même temps maintenir une vraie dynamique pan-européenne. Alors je ne dis pas de l'Atlantique à l'Oural, mais en tout cas de l'Atlantique à l'ouest de l'Oural, une vraie dynamique européenne avec tous ces 44 là qu'on a réunis avant-hier. On ne sait pas trop où ça va, mais je trouve que jouer sur les 2 tableaux pour la France, c'est quand même ce qu'on sait faire de mieux. Alain, à la fois sur celui-là et aussi sur la crise du couple franco-allemand, puisque la France et l'Allemagne sont les pays les plus sur la défensive par rapport à la guerre en Ukraine. Le modèle économique allemand est gravement remis en cause. Comment restructurer, comment redynamiser ce couple franco-allemand qui est quand même à la fois au cœur de la construction européenne et qui a servi les intérêts de la France pendant très longtemps? Ça doit faire 30 ou 40 ans que j'entends parler des crises du couple franco-allemand. Nous n'avons pas toujours les mêmes intérêts. Et il nous arrive d'être en désaccord. Mais ce que je constate, c'est que ce couple perdure et qu'il y a une vraie solidarité entre nos 2 pays. Tout en dépend, bien entendu, par l'avenir de l'Europe. Je ne vais pas, évidemment, contredire le constat qui a été fait, à savoir qu'aujourd'hui, voilà, pour la quasi-totalité de nos partenaires, la défense, c'est l'OTAN. Okay. Il s'est quand même passé quelque chose d'assez nouveau à la suite du déclenchement de la guerre en Ukraine. C'est la première fois que j'entends un chancelier allemand dire « Nous n'avons pas les moyens d'assurer notre propre défense. Et donc, nous allons augmenter très sensiblement notre budget de défense. » Moi, j'ai été habitué à avoir des partenaires allemands totalement pacifistes. Les choses sont en train de changer. Alors, vous allez me dire, c'est dans le cadre de l'OTAN. Peut-être, mais c'est déjà un élément très important que cette prise de conscience que nous devons nous donner les moyens de nous défendre. Même chose en France, où la loi de programmation militaire qui est actuellement en cours aboutit à un effort très substantiel en matière budgétaire, et pas simplement sur la défense conventionnelle, mais aussi sur la force de dissuasion nucléaire. Donc c'est déjà un élément positif que cette prise de conscience, est-ce qu'on pourra aller un coup plus loin pour bien montrer qu'il n'y a pas intellectuellement, politiquement c'est plus difficile, de contradiction absolue entre l'existence dans ce qu'on a appelé dans le passé le pilier européen de l'Alliance et puis l'Alliance elle-même. Il ne faut pas renoncer à cette idée d'une autonomie alors stratégique ou de défense de l'Union européenne. Autre élément quand même assez positif de la part du chancelier Scholz, on me corrigera si je me trompe, il y a ici beaucoup de journalistes qui sont très au courant de l'actualité, il me semble l'avoir entendu dire qu'il était tout à fait d'accord pour pousser les feux sur la coopération industrielle de défense.
sur un avion commun, sur un char commun, etc. Et un fonds européen a été constitué pour financer les dépenses de recherche et de technologie dans la matière. Donc on avance petit à petit, pas à pas dans la difficulté, mais il me semble qu'il ne faut pas renoncer à cet objectif. Deuxième point, sur ce qui a été dit de la solidarité européenne. Je pense quand même que nous ne devons pas aujourd'hui sous-estimer la dimension de civilisation du conflit dans lequel nous sommes. C'est bien un affrontement entre les démocraties, les libertés démocratiques et des régimes autoritaires et totalitaires. C'est bien ça l'enjeu. Et quand Poutine dresse le constat de décès du libéralisme économique et politique, c'est bien ça l'enjeu. Or, l'Europe, c'est ça. L'Europe, c'est une communauté de valeurs. Je sais bien que ça apparaît un peu naïf à certains de mes amis, mais nous avons quand même signé une charte des droits fondamentaux de l'Europe qui énumère ce à quoi nous croyons, c'est-à-dire à la dignité de la personne humaine, à la liberté, à l'égalité, à la solidarité, à la protection des droits et libertés fondamentales. Et c'est à partir de cela, me semble-t-il, qu'il faut recréer une sorte de consensus européen et d'unité de confiance entre les pays européens. Après, il faudra évidemment décliner ça de manière plus concrète, en redéfinissant des priorités politiques qui donnent une réalité, perceptible par les peuples à ce choix d'une communauté de valeurs. Et là, on voit bien les axes sur lesquels l'Union européenne peut être en pointe. Je rejoins ce qu'a dit tout à l'heure Hubert Védrine. Il faut que l'Europe soit exemplaire, quels que soient les problèmes que ça lui pose en termes de compétitivité économique, sur la lutte contre le dérèglement climatique. C'est une priorité absolue. Deuxièmement, nous avons à défendre aussi un combat qui me paraît absolument essentiel sur les questions qui aujourd'hui bouleversent les opinions publiques, c'est-à-dire la pression migratoire et la dégradation des conditions de sécurité dans nos pays, qui ne sont pas forcément liées, mais qui sont parfois liées par les uns et les autres. Donc voilà un certain nombre d'objectifs concrets, l'excellence technologique aussi, bien sûr, de l'Europe, qui a pris du retard dans beaucoup de domaines, qui me donne à penser qu'il peut y avoir un bien commun européen sur lequel nous pouvons progresser, nous fixer des objectifs communs. Et puis ne soyons pas trop pessimistes quand même. Ne soyons pas trop pessimistes sur le rôle de la France. Il y a eu à Prague quand même, il y a 2 jours, hier ou avant-hier, je ne sais plus, la réunion de 44 États européens, tous les États européens, sauf la Russie et la Biélorussie, autour de la présidence de l'Union européenne et du président Macron qui avait pris cette initiative. C'est quand même un signal sur la planète. Il y a quelque chose qui se passe et la conscience que nous avons en commun un certain nombre de choses. Je sais que Hubert me dit souvent que nous avons fait preuve d'arrogance dans le passé, en particulier sur nos valeurs. C'est vrai. Nous avons imaginé que nos valeurs étaient universelles. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Notre conception de la démocratie libérale n'est pas partagée par les Chinois. Vous qui me démentirez, madame, et par beaucoup d'autres peuples. Ces valeurs ne sont pas universelles. Mais je sens qu'on en tire aujourd'hui la conclusion que comme elles ne sont plus universelles, comme nous ne sommes plus le centre du monde, comme l'Occident n'est plus le centre du monde, ces valeurs sont démonétisées. Eh bien moi, je me bats contre cette idée. Ça n'est pas parce qu'elles ne sont pas universelles que ce ne sont pas les nôtres. Nous, Européens, nous avons un certain nombre de convictions et de valeurs fondamentales. Nous ne voulons pas les imposer à qui que ce soit, mais nous n'avons pas du tout envie que d'autres nous imposent les leurs. Et c'est ça la maîtrise de notre destin qui est en cause. Maîtrise de la défense de nos intérêts et de nos valeurs. Voilà pourquoi je reste encore un peu enflammé autour de l'idée du moment européen. Là où Hubert me pose une colle, évidemment, à laquelle je ne sais pas répondre, comment on passe du moment au consensus. Mais ça, peut-être avez-vous la réponse là-dessus. Ce sera un travail peut-être de longue haleine dans les décennies qui viennent. Hubert, tu es interpellé directement. Oui, mais je ne vais pas commencer par la dernière interpellation. Alors, d'abord, j'en profite pour dire que le multilatéralisme n'est pas une panacée. On dit vraiment, c'était un champ de bataille, le multilatéralisme. Donc ça ne va pas résoudre les problèmes miraculeusement. Évidemment, c'est mieux que la guerre, naturellement. Mais dans le multilatéralisme, on se dispute, on se bat sans arrêt. Même au niveau de l'Union européenne, on négocie de façon insupportable 24 heures sur 24 sur plein de trucs. Donc dans le multilatéralisme, il faut être fort. On ne va pas s'en remettre au multilatéralisme. Donc il faut être fort sur tous les plans. C'est une première
Première remarque. D'ailleurs, Alain, vous avez parlé de la formule de Giscard, puissance moyenne. Il avait raison. Mais c'était déjà remarquable d'être une puissance. Donc les gens n'ont pas en tête qu'il y a environ 200 pays aux Nations Unies, que les puissances, il y en a une quinzaine au maximum. Donc une puissance moyenne, c'est déjà énorme. Donc on aurait dû être fier d'être resté une puissance, fût-elle moyenne. Bon, ça c'est un bon. Après, on a parlé de retrouver la confiance. Moi, je pense que ce n'est pas uniquement sur le terrain militaire. Alain, vous avez fait allusion il y a une minute. Je pense que si les Européens n'arrivent pas à bâtir une vraie politique de maîtrise des flux migratoires, avec les pays de départ et de transit, sur la base de quotas par métier, en fonction des besoins réels, et si on n'arrive pas à reconcentrer le droit d'asile, qui est vital, mais qui est aujourd'hui massivement détourné, eh bien tout ça va sauter. Et on aura les votes suédois, italiens au carré, partout. Donc je pense que ça fait partie de la... Il ne suffit pas de dire aux Européens, ça y est, on va se réarmer. Parce qu'ils vont dire, mais pour faire quoi, contre qui, qu'est-ce qu'ils décident, est-ce que c'est l'OTAN, l'Europe, tout ça. Donc il faut ajouter cet autre élément. Alors finalement, pour progresser vers une affirmation européenne, un peu dans le sens de ce qu'espère Alain Juppé, donc je pense que les conditions ne sont pas réunies maintenant, mais si on peut avancer, effort de défense, très bien. Avec des projets de coopération industrielle, très bien. Une dimension technologique, parce qu'il y a toute une dimension numérique, cyber, etc. Très bien. Sans trop le dire, c'est là où on diverge, mais pas sur l'objectif ni sur le fond, mais sur la tactique. Je pense que moins on fait de discours français sur l'Europe de la défense, mieux on pourra progresser. On avance un peu. De facto, on devrait être au sein de l'Alliance dans 2 ou 3 ans, beaucoup plus fort, nous les Européens. Alors là, est-ce qu'on peut arriver à détacher dans le paquet européen, pas les Polonais, mais d'autres, en disant il est temps qu'on se fasse entendre petit à petit, pas reparler trop vite du pilier européen, sinon le Pentagone nous désintègre tout de suite, mais en avançant comme ça, jusqu'à ce qu'un président américain, comme était Obama dans le premier mandat, et peut-être Biden au début, en disant, se disent finalement c'est pas mal, si les Européens en font plus et ont plus confiance en eux, on peut leur donner plus de responsabilités. Mais je vois ça non pas comme un saut du jour au lendemain, ni comme une affirmation française qui déclencherait les vivas, puisque ce n'est pas le cas, mais une progression. Donc je ne suis pas contre, hein, mais je pense qu'il faut inventer une sorte de cheminement assez astucieux avec les partenaires qu'on va trouver. Et j'espère que, en effet, l'effort des Allemands et des autres va se concrétiser en partie, au moins, dans des projets européens. Tant mieux. Mais je vois ça sur quelques années, je ne vois pas ça du jour au lendemain. Ensuite, sur la question des valeurs, Alain Juppé vient de dire quelque chose que j'approuve totalement, c'est que le prosélytisme ne marche plus, en fait. Donc l'idée que, c'est pour ça que j'ai rappelé qu'on n'a plus le monopole. On n'a plus le monopole de la puissance, donc du pouvoir de nommer, de sanctionner, de juger, etc. On n'a plus ce monopole. Donc on va être obligé de réinventer la coexistence pacifique dans le monde de demain, avec des entités qui ne sont pas comme nous, qui éventuellement nous menacent, etc. Mais il ne faut évidemment pas lâcher sur les valeurs chez nous. Donc tout ce qui nous influence, nous, quand on dépend trop des uns et des autres. Les migrations, l'islamisme, tout le truc. Et puis même les dépendances technologiques ou scientifiques. Et je pense que le prosélytisme, ce qui a été adoré par l'opinion française et les médias à travers l'ingérence, ça ne fonctionne pas. Et on ne va pas recoloniser le monde entier. Ça a duré quelques siècles, c'est fini. C'est fini. Donc il faut bien distinguer entre on ne va pas, disons, droit de l'homiser le monde entier comme on avait colonisé le monde entier. Vous voyez bien que ça ne marche pas. D'ailleurs, le tombeau de tout ça, c'est le départ des Américains de Kaboul. Et le président Biden, ils sont partis dans des conditions horribles. Je ne sais pas s'ils pouvaient partir autrement d'ailleurs, mais Biden était très, très franc là-dessus. Mais en revanche, je vous rejoins, il faut être intransigeant sur la défense de nos valeurs, nos convictions, notre mode de vie, notre civilisation, chez nous, en Europe, et sur nos intérêts vitaux. Mais évidemment, il y a une grande partie de l'opinion française, souvent d'ailleurs la plus sympa, on va dire, la plus généreuse, qui a vécu à travers l'idée du prosélytisme. On va répandre nos valeurs. Mais ça ne marche pas, vous voyez. Donc là, c'est peut-être clivant, c'est peut-être pas agréable à entendre, mais en tout cas, je suis d'accord sur la distinction par rapport aux valeurs. Nicole, tu voulais ajouter un... Oui. Alors. Juste un petit point là-dessus, Hubert. J'ai dit que nos valeurs n'étaient plus universelles, c'est clair. Je constate quand même qu'elles sont très attractives.
Oui, Où est-ce que les jeunes gens d'Afrique ou du Pakistan ou d'ailleurs veulent venir? Ils ne vont pas en Russie, ils ne vont pas en Chine, ils vont en Europe. Donc ça doit vouloir dire quelque chose, à savoir que notre conception de la liberté et des droits individuels, alors il y a le chômage, il y a tout ce qu'on voudra, qui est sans doute la motivation numéro 1, mais je constate que encore aujourd'hui, notre modèle politique, économique, social attire. Alors je suis entièrement d'accord, mais ce qui attire les gens, c'est le mélange de liberté et d'État-providence. Bon, là, ils viennent évidemment vers l'Europe, ils ne vont pas ailleurs. Mais ça ne nous donne pas d'instrument politique, en géopolitique, pour dire que c'est les Occidentaux qui vont gouverner la suite. Donc il peut y avoir ce mélange, on voit bien le mélange à propos de l'Inde ou les 3/4 de l'Afrique. Il ne faut pas entendre ça qui est juste comme étant, on va retrouver l'hégémonie qu'on avait cru avoir dans la décennie 90. On avait gagné, l'histoire était finie, c'est nous les patrons. Non, ça ne marche pas, ça. Donc il faut distinguer. Et l'État-providence qui est d'ailleurs, qui au bout d'un moment craque, ne marche plus. Vous savez que les sociodémocrates scandinaves disent maintenant on ne peut pas à la fois avoir un État-providence généreux et des frontières ouvertes. C'est incompatible. Toute la gauche scandinave dit ça. Et en Suède, l'extrême droite a monté, ou la droite radicale nouvelle, parce que les dirigeants suédois ont nié ce lien avant. Donc on est confronté à quelque chose qui peut nous perturber. Tommy continue d'illustrer vos propos. Nicole, tu voulais ajouter deux points, un mot ? parce que je trouve très intéressant que vous vouliez montrer tous les deux que vous êtes d'accord, à droite, à gauche, c'est très bien, et qu'il faut toujours plaider pour une Europe responsable, plus ou moins autonome, avec un jour la question de la défense européenne qui reviendra, ou le pilier européen de l'OTAN, et une Europe technologique. Enfin, tout ça, c'est très très bien, tout le monde est d'accord, je crois, en tout cas moi, je suis complètement d'accord avec vous. Le problème, c'est que vous ne dites pas comment on passe du jour d'aujourd'hui, où c'est absolument pas d'actualité, au jour de demain. C'est-à-dire comment on fait la transition entre cette Europe aujourd'hui qui est morte de peur, totalement sous la dépendance américaine, totalement muselée, qui n'ose absolument plus rien critiquer de peur de passer pour pro-russe, comment on passe de ça à cette Europe souveraine que vous appelez de vos voeux. Ça, c'est mon premier point. Et deuxième point, pour reprendre un mot d'Hubert Védrine au début de sa première intervention, quand il disait « il ne faut pas perdre les peuples ». Moi, je crois que ce qui intéresse les citoyens, en tout cas en France, et sans doute les citoyens européens, c'est pas tellement la défense européenne, de savoir si la technologie sera plus ou moins suédoise, ou plus ou moins américaine ou japonaise. Ce qui intéresse les gens, c'est de savoir si l'Europe délivre, au sens américain du terme, si l'Europe leur permet de retrouver un espoir de prospérité. Ou le fait que les enfants vivront mieux que leurs parents. C'est ça le contrat de base européen. C'est pas un contrat politique ni géopolitique. C'est les gens vont adhérer à la construction européenne s'ils ont le sentiment que l'Europe les aide. Or, ce qui me paraît manquer dans tous les discours européens, y compris le nôtre en France, c'est cette dimension de la redistribution des richesses produites par l'Europe, de la lutte contre les inégalités sociales. Et ça, alors c'est pas de la géopolitique au sens précis du terme, mais c'est la base de la géopolitique européenne. Si les citoyens n'ont pas le sentiment que l'Europe lutte contre ces inégalités absolument scandaleuses, que la guerre ne fait que augmenter, s'ils n'ont pas le sentiment que l'Europe lutte contre ça, mais se contente de faire des armements communs, des technologies, des 3D, je ne sais quoi, ils adhéreront pas plus à l'Europe demain qu'ils ne le font aujourd'hui. Alors, avant de passer la parole à ça, je vais poser une dernière question à tous les trois en vous demandant de répondre relativement rapidement pour justement permettre le temps que les gens qui soient là posent des questions. On a vu apparaître avec l'ère en Ukraine une nouvelle division que l'on appelle un peu The West versus The Rest. C'est que grosso modo, même si beaucoup de pays ont condamné l'agression de la Russie, il n'y a que les Occidentaux qui ont pris des sanctions contre la Russie. Et donc il y a un monde occidental qui est uni et qui est relativement isolé par rapport aux autres. Est-ce que pour la France, c'est une opportunité ? Est-ce que le rôle de la France n'est pas justement de faire le lien ? Parce que la France est à la fois un pays occidental, mais ni De Gaulle, ni Jacques Chirac, ni François Mitterrand n'ont voulu résumer la France au fait d'être un pays occidental. Donc est-ce qu'il n'y a pas,
par rapport à cette nouvelle division qui se met en place, une opportunité pour la France de pouvoir faire le lien. C'est ce que Macron a voulu faire dans son discours de l'ONU, mais je ne suis pas sûr que ça suffit. Il faut peut-être d'autres moyens. Est-ce que la France peut être ce trait d'union pour éviter cette nouvelle division, The West versus the Rest? Peut-être Alain en premier. Juste un mot d'abord pour rebondir ce qui a été dit par Nicole Niessotto tout à l'heure. L'Europe qui aide, aussi l'Europe qui protège, j'y reviens. C'est ce qu'attendent aussi nos concitoyens. Une Europe qui les rassure. Et je suis d'accord avec ce qu'a dit Hubert Védrine tout à l'heure sur la nécessité d'avoir une politique coordonnée d'émigration et de l'asile. Pleinement d'accord avec vous, en revanche, Nicole, enfin en revanche, tu es d'accord aussi sur le reste, mais en plus sur la lutte contre les inégalités, non seulement en Europe, mais en dehors de l'Europe. Aujourd'hui, un des facteurs essentiels du grand chaos qui secoue la planète, c'est des inégalités insupportables qui ont commencé à se réduire lorsque l'ONU avait lancé les objectifs du millénaire et qui ont recommencé à nouveau à s'aggraver aujourd'hui. Et nous ne maîtrisons, et il y a un lien entre les deux, nous ne maîtriserons pas les flux migratoires si nous ne sommes pas capables, ce sera compliqué, de lutter contre les inégalités de développement. Pour répondre plus précisément à votre question, est-ce que la France peut jouer un rôle particulier? Moi, je vous réponds par un mot, Afrique. Ce qui me navre aujourd'hui, c'est de voir comment nos positions en Afrique, qui étaient fortes dans le passé, je ne parle pas du passé colonial naturellement, mais des années récentes sont en train de s'éroder. Aujourd'hui, l'Afrique devient le champ clos de la Chine, de la Turquie, des États-Unis naturellement, un peu de la Russie, un peu du Maroc, et notre influence recule. Il faut que nous rétablissions des liens de confiance avec les Africains dans le cadre de ce que j'appelle moi un partenariat à égalité. Et ce n'est pas simplement un enjeu français, c'est un enjeu européen aussi. Est-ce que nous sommes capables aujourd'hui de sortir d'une certaine conception de l'aide au développement pour aller vers un partenariat? Il y a des chefs d'entreprise en Afrique, il y a des PME, il y a des cadres formidables. C'est avec eux qu'il faut Bordeaux, travailler. Vous aviez lancé d'ailleurs un partenariat. J'ai lancé un partenariat entre les patrons de PME africains et les patrons de PME français. Une rencontre aussi avec les diasporas africaines. Il faut que nous reprenions du terrain dans ce domaine-là, pas du tout dans un état d'esprit de post-colonialisme. Enfin, sortons de ce fantasme de la France-Afrique, c'est fini. Hein. On ne va pas continuer à agiter cette espèce d'épouvantail qui date de plusieurs décennies maintenant. Mais dans un cadre tout à fait nouveau et dans une démarche tout à fait nouvelle. C'est pour moi une condition absolue de la maîtrise des flux entre le nord et le sud de la Méditerranée. Et je souhaite donc qu'on s'engage avec un peu plus d'ardeur. Je ferai une toute petite parenthèse pour un combat qui me tient beaucoup à cœur, qui rejoint partiellement ce que je viens de dire sur l'Afrique, c'est celui de la francophonie. Une puissance moyenne qui a une langue très répandue dans le monde devrait s'occuper de sa langue. Nous sommes en train de laisser dépérir notre langue dans des conditions incroyables. Là, c'est le Québécois qui vous parle. Je ne peux plus supporter les réclames à la télévision, les pubs à la télévision où on vous dit SFR, enjoy, Orange, My Bank, enjoying your gardening dreams and renew. Hein? Le Renault, c'est renew, le truc. Il faut qu'on réagisse contre ça. C'est pas possible. On me parle de souveraineté économique, etc. Pensons à notre langue, aimons le français. C'est une grande langue internationale qui participe au rayonnement de la France. Vous pourriez dire start-up aussi. Nicole, sur tout cela. Oui, non, tout à fait d'accord sur cela. D'ailleurs, c'est quand même... Annie Ernaux a une langue magnifique, très simple. Elle a le prix Nobel de littérature. J'espère que ça va redonner à nos instituteurs et institutrices l'idée de faire des dictées simples pour les élèves. Mais sur la question, Pascal, j'ai l'impression d'y avoir un peu répondu avant. Moi, je crois qu'il faut que la France joue le binaire en Europe aujourd'hui, parce qu'on est face à un régime russe qui est complètement démentiel. Donc il faut être totalement à l'ouest sur l'Europe contre la Russie, mais qu'en revanche sur le monde, il faut être plus subtil. Il faut essayer de jouer le jeu à trois, ce qui n'est pas nouveau d'ailleurs. Il y a la France de Gaulle avait essayé aussi de jouer le tiers-monde, mais quand même la grande différence, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas vraiment les moyens d'aider ce Sud global, comme dit le président Macron. Est-ce que c'est uniquement un problème de moyens?
C'est pas uniquement une aide financière, c'est aussi un contrat politique. C'est pas uniquement par l'aide que l'on peut... Plus on est quand même... Aujourd'hui, la situation économique de la France et technologique est tellement un peu difficile qu'on est moins crédible pour nos partenaires du Grand Sud. Et je trouve, par exemple, moi je ne suis absolument pas membre du Conseil constitutionnel, alors je vais surtout dire ce que je pense. L'idée j'ai toujours combattu depuis 5 ans qu'elle est apparue maintenant, que la France doit devenir une grande puissance de l'Indo-Pacifique, mettre tous ses œufs pratiquement de la marine vers l'Indo-Pacifique, comme si c'était bien sûr que c'est l'avenir du monde, l'Asie, mais pour la puissance française, c'est pas forcément la carte prioritaire. Je trouve que faire ça, c'est une erreur. Ça veut dire choisir l'Ouest choisir les bons contre les méchants. Il me semble que sur la vision globale, il faut être un tout petit peu plus subtil. Et donc, moi, je rappelle ma formule, il faut être Est-Ouest en Europe et multilatéral dans le monde. Hubert, lorsque Mitterrand est arrivé en 80, il avait lancé des partenariats avec l'Algérie, l'Inde et le Mexique, le Grand Sud. Non, c'était une idée de Claude Chesson, ça. Ouais. Et toi-même, ça fait effectivement assez longtemps que tu dis que l'Occident a perdu le monopole de la puissance. Donc, est-ce qu'il y a un rôle, est-ce que la France peut faire quelque chose et devrait être plus active dans ce domaine-là? Tu as posé la question en termes d'opportunité, mais moi je me vendrais à dire que c'est un fait. C'est un fait que 40 pays représentant 60% de l'humanité n'ont pas condamné. Ça ne veut pas dire qu'ils aiment Poutine, ça ne veut pas dire qu'ils aiment la guerre de Poutine. Je crois que les Chinois sont très embêtés par les guerres de Poutine, heureusement. Ils ont peut-être joué un rôle. Mais ils ne se remettront pas sous le giron occidental. Même si les peuples, comme l'a dit Alain Juppé à juste titre, ont envie de vivre à l'occidental, le mélange de confort et de liberté. Donc il faut en tenir compte. Et ce n'est pas la peine de les engueuler. Ce n'est pas la peine d'engueuler les non-alignés sous prétexte qu'ils auraient, en s'abstenant, soutenu Poutine. Ça ne changera pas, ce n'est pas conjoncturel. L'histoire est là, elle a duré plusieurs siècles. Bon, donc il faut prendre ça comme un fait. Alors là-dedans, il y a un mélange de risques et d'opportunités, bien sûr, mais je pense qu'un pan important de la politique étrangère française doit être d'intensifier les relations avec chacun de ces pays, d'exciter peut-être les dissensions entre eux, pour que ça ne devienne pas un bloc contre notre civilisation à nous. Donc il y a une grande politique à faire sur ce terrain. Mais on ne peut pas avoir la même chose avec l'Inde, l'Indonésie, le Kenya, l'Afrique du Sud, etc., la Turquie, etc., etc. Donc oui, c'est un vrai domaine. 2-3 choses très rapides que j'ajoute. Sur les inégalités, alors en France, pas les inégalités mondiales, on est le pays qui a la pression fiscale la plus élevée au monde. Avec le Danemark, ça dépend des années. On a le pays qui a les transferts sociaux les plus importants. Et selon l'OCDE, on est le pays occidental développé dans lequel les inégalités sont les plus faibles après transferts sociaux. Personne ne croit ça, personne ne dit ça. C'est un fait. Alors il faut le faire. Autant Alain Juppé a raison en raisonnant mondialement Afrique, autant sur nous, il faut aborder le sujet, mais pas de façon masochiste. Mais évidemment, bon, il faudrait que... plein de choses. Sur un commentaire sur la Russie. On n'en a pas c'est horrible en ce moment, mais il faut imaginer le monde de demain, d'après-demain, je veux dire, coexistence pacifique, et il y a une place pour la Russie dans ce monde-là. Et comme c'est pas Poutine qui va nous le dire, c'est pas l'Occident d'aujourd'hui qui va le dire, ils veulent quasiment éradiquer l'entité russe, mais il faut qu'on arrive à imaginer, nous les Européens précisément, quelle est la place pour après-demain avec une Russie différente, mais la Russie quand même. Qu'est-ce qu'on est capable d'imaginer là-dessus? Pour le moment, on ne dit rien. Sauf les vieux réalistes américains qui n'aiment pas trop l'esprit de croisade, mais qui sont très 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 minoritaires par rapport à ça. Donc c'est un effort intellectuel. Enfin, sur l'Afrique, je suis complètement d'accord. Il faut ajouter qu'il y a plusieurs Afriques. Le problème n'est pas le même un peu partout. Et je rappellerai qu'Obama avait dit, dans son premier mandat au Ghana, choisi parce que c'était un pays bien géré, le Ghana, il avait dit aux Africains, arrêtez de raconter que vos problèmes sont issus de l'esclavage et de la colonisation, c'est très ancien. D'abord, vous l'avez fait vous-même, l'esclavage, bon, et puis c'est très ancien. Maintenant, vous êtes responsable. Vous êtes indépendant depuis des dizaines d'années. Donc, il faut à la fois imaginer quelque chose d'entièrement nouveau dans le partenariat, faut qu'on mette complètement à plat les systèmes d'aide qui ne servent pas à développer en réalité. Bon, il faut mettre tout à plat, mais on n'a pas besoin du masochisme là-dessus. On n'a pas besoin d'une repentance absurde, extravagante, fondée sur l'ignorance. Il faut être très opérationnel et très efficace. Je crois que c'est ça que demandent les Africains.
Je ne parle pas des opposants africains en Europe, je parle des responsables africains en Afrique, notamment économiques. Mais ça revient à l'idée c'est une très grande dimension de la réponse française et européenne, et faire retrouver la confiance en nous, de mieux gérer les flux, tout ça, c'est rejoint en fait. On est d'accord, je crois. Merci à vous trois pour ce premier tour de table, parce que qui allie en fait réalisme, mais la lucidité du réalisme, mais aussi l'optimisme de la volonté. C'est que finalement, vous êtes moins pessimiste que je ne l'aurais pensé au début de la table ronde, parce que le constat réaliste que vous faites ne vous empêche pas d'entrevoir effectivement des perspectives moins sombres que celles auxquelles nous sommes confrontés pour le moment.